Bienvenue dans Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. Qui succédera à Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine? Réponse le 30 janvier 2017 lors du 28e sommet des chefs d'État de l'organisation panafricaine. D'ici là, tractations et spéculations vont bon train. Alors qui sont les candidats et que proposent-ils? Quel bilan peut-on dresser de l'action de la présidente sortante et surtout quels sont les défis qui attendent son successeur? On en parle sur ce plateau avec nos invités. À ma droite, Monsieur Fofana Aboubakar, bienvenue. Bonjour. Vous êtes économiste guinéen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. À ses côtés, Monsieur Albouri Ndiaye, bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et face à eux, Monsieur Iboun Tamiya Silla, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nkosazana Dlamini Zuma, première femme présidente de la Commission de l'Union africaine, s'apprête à rendre son tablier. Son élection avait suscité beaucoup d'enthousiasme, mais a-t-elle été à la hauteur? Bilan avec Siamlo Victoria Sedi et on en parle juste après. En fonction depuis le 15 octobre 2012 à la tête de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma pourrait connaître son successeur avant la fin du sommet de l'organisation. Les défis qui attendaient le continent étaient importants et appelaient à des résolutions fermes. D'un côté, le terrorisme en Afrique au sud du Sahara et l'après-printemps arabe duquel sortaient certains pays de l'Afrique du Nord. À cela s'ajoutent les crises sociopolitiques, mais surtout celles économiques. Des difficultés pour lesquelles la nouvelle présidente en exercice mobilise ses pairs. L'agenda 2063 est alors mise en place. Nous avons aussi fait une mise à jour concernant notre avancée par rapport à l'agenda 2063, en y intégrant l'espace commun douanier africain, les produits agricoles de base et agroalimentaires, la plateforme économique africaine, le marché aérien unique et la libre circulation des biens et des personnes sont entre autres les bases de nos premières années d'action. Nkosazana Dlamini Zuma lance très vite des opérations afin de mieux faire appliquer les résolutions contenues dans l'agenda 2063. Mais à côté de cela, elle travaille à renforcer la démocratie. En 2015, l'année des droits de l'homme est instituée sur le continent avec un accent particulier sur les droits des femmes. Le passeport africain est aussi devenu une réalité. Plusieurs chefs d'État africains et présidents d'institutions panafricaines ont déjà reçu ce document qui doit à terme permettre aux Africains de circuler librement sur le continent. En revanche, plusieurs projets entamés qui ne verront finalement pas le jour suscitent chez plusieurs observateurs un sentiment d'insatisfaction. Si vous regardez les initiatives qui ont été développées, ce ne sont pas des initiatives très fortes, très innovantes. Donc sur les questions de gouvernance, sur les questions de démocratie, nous n'avons rien vu en termes de développement. Le passeport diplomatique, il reste très institutionnel. L'espoir était que l'Union africaine devienne un instrument de réarmement moral pour les Africains. Au regard des fortes attentes qu'avait suscité sa candidature et son élection à la tête de la Commission de l'Union africaine. Nous n'avons pas senti un leadership fort, que ce soit sur les questions économiques, que ce soit sur les questions de gouvernance. La prise de fonction de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission avait suscité l'espoir chez une bonne frange de la classe politique africaine. Première femme à occuper ce poste depuis la création de l'institution, l'inventaire de ses actions semble aujourd'hui très mitigé. Alors, Monsieur Fofana, on va procéder point par point. En ce qui concerne les acquis, que retenez-vous à titre personnel de positif de ce mandat de Mme Zuma? D'abord, son élection a constitué une avancée, une promotion du genre. C'est la première fois qu'une femme venait à la tête de l'institution panafricaine. C'était quelque chose. Et puis, elle venait d'un pays anglophone, le plus grand pays anglophone du continent, de par sa superficie, et la première puissance économique d'alors. Donc, on était en droit, et c'est l'une des militantes du parti de l'ANC. Donc, on était en droit de s'attendre à des avancées considérables. Je retiens donc le fait qu'elle soit la première femme à la tête de cette institution et qu'elle ait promu pendant son mandat, qu'elle ait fait la promotion du genre. Parce qu'on a vu, par exemple, vous venez de le dire, l'année, elle a fait la promotion des droits de la femme. Notamment à travers l'organisation de plusieurs sommets. Exactement. C'est ce que je retiendrai dans un premier temps de son action passée et puis l'agenda 2063. Avec, ça a fait preuve d'une certaine vision. Mais 2063, c'est dans bien longtemps.
Et pendant ce temps, nous attendions d'autres avancées sur d'autres terrains qui n'ont pas vu le jour. Alors, on a entendu parler aussi du passeport africain. Monsieur Ndiaye, c'est un projet ambitieux, mais les défis sont de taille, à l'heure où le continent est en proie à de nombreux conflits, notamment. Tout à fait. Moi, je pense que pour mieux cerner ce qui se joue actuellement par rapport aux enjeux, il faudrait faire un petit recul historique, ne serait-ce que pour dire qui est Nkosazana Dlamini Zuma. C'est une ancienne militante de l'ANC qui a gravi tous les échelons du parti. C'était une des figures emblématiques de la lutte contre l'apartheid. Donc, d'un point de vue, on va dire, historique et politique, elle a un bon pédigré sur le CV. Elle a la légitimité politique, historique et même idéologique. Mais le problème qu'on a vu, et d'ailleurs, ce que je remarque, c'était une très bonne chose d'avoir élu une femme à la tête de l'institution panafricaine. Et d'ailleurs, dans le contexte dans lequel elle a été élue, donc il y a eu des luttes féroces de positionnement, en fait un grand balai diplomatique entre les anglophones d'une part et les francophones d'une autre part, chacun voulant imposer son candidat, notamment face à Jean Ping. Aujourd'hui, par rapport à son bilan, bon, c'est un bilan, on va dire, en dents de scie. Mais on va d'abord commencer par les choses positives pour dire qu'effectivement, elle a mis en place l'agenda 2063. Mais il faudrait remarquer que c'est un agenda qui était dans les tiroirs de l'institution depuis les pères fondateurs, comme Jomo Kenyatta. Concrètement, elle n'a rien apporté de nouveau. Non, elle n'a rien apporté de nouveau, parce que tout simplement, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, en tout cas les pères fondateurs de l'institution panafricaine, et même Cheikh Anta Diop, qui a théorisé ça dans tous ses ouvrages, la vision, le fait de mettre en perspective un peu historique et économique le développement de l'Afrique existait déjà. Donc là, aujourd'hui, elle a amélioré, mais c'est à son actif aussi. Parce que, en fait, qui dit vision dit planification. Et qui dit planification dit une sorte de projection dans le futur pour aussi envisager comment l'Afrique sera développée sur le plan économique et social notamment. En ce qui concerne les points faibles, les échecs, M. Sylla, quels sont les points sur lesquels vous pensez que Mme Zuma n'a pas été à la hauteur? Bon, moi, je pense que sur le plan des points faibles, quand même, on peut noter beaucoup plus de points que sur le plan des acquis. Donc c'est un bilan globalement négatif. Bon, je dirais un tout petit peu décevant quand même, en deçà de ce que l'on espérait. Bon, mais quand même, il y a des points positifs. Bon, moi, par exemple, sur le plan même les points faibles, je dirais qu'il y a... Moi, je m'attendais beaucoup plus en 2012 à avoir un président de l'Union africaine qui va quand même dépasser ce clivage idéologique au niveau de l'Union africaine. Parce qu'il ne faut pas ignorer le fait que quand même, il y a un affrontement idéologique qui se passe au niveau de cette organisation et que là où on est aujourd'hui, nous avons besoin de dépasser ce clivage. Et qu'avec Mme Zuma, qui est beaucoup plus politique que technocrate, ce clivage a toujours persisté. Bon, l'exemple le plus patent, c'est celui de l'adhésion du Maroc, parce qu'on a vu que quand même, il y a eu quelques réticences quelque part et puis il y a eu des freins qui sont imposés quelque part pour retarder la réintégration du Maroc au niveau de l'Union africaine. Et aussi, il faut voir aussi le problème qui se pose, c'est le problème de leadership. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que l'Union africaine a besoin, c'est beaucoup plus quelqu'un qui comprend que maintenant, il y a toute une mutation au niveau de l'Union africaine. Nous avons une jeunesse maintenant, le continent est jeune, c'est des jeunes qui sont là et qui sont vraiment gourmands d'avoir quand même des perspectives économiques ouvertes. Et je ne vois pas vraiment des actions concrètes qui ont été vraiment posées pour quand même satisfaire cette jeunesse qui veut aussi qui a des ambitions d'entrepreneuriat, des ambitions d'être quand même de futurs Bill Gates. Et je ne vois pas vraiment dans le bilan de Mme Zuma des actes de cette nature. Alors, on lui a souvent reproché des réactions tardives face à certaines crises et un silence face également à des violations de constitution, notamment au Burundi. Monsieur Fofana, pensez-vous que Mme Zuma a su s'affranchir finalement des pressions exercées par les États? Non, pas du tout. Je dirais même que, bon, M. Sylla l'a souligné tout à l'heure, c'est d'abord, excusez-moi, c'est M. Ndiaye qui disait ça, c'est d'abord une femme politique. Et c'est cet aspect politique qui a prévalu sur son action à la tête de l'Union panafricaine. Notamment sous... Excusez-moi, notamment sous son magistère, on a vu des pays qui ont allègrement modifié les constitutions. Nous avons le cas du Congo, du Rwanda et du
Burundi. Elle a gesticulé un peu et puis elle a menacé d'envoyer des troupes, mais rien ne s'est fait, notamment. Et puis il y a cet aspect-là. Et puis quand on dit qu'il y a de la léthargie dans la gouvernance, un problème, une pandémie au niveau de la sous-région ouest-africaine, qui était l'épidémie d'Ebola. L'organisation a mis 8 mois avant de réagir. Vous voyez un peu? C'est énorme. Monsieur Ndiaye, en ce qui concerne les crises justement au Burundi par exemple, on lui a reproché sa ligne de conduite. On se demande finalement quel est le véritable poids de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Après, c'est vrai que par rapport à Mme Zuma, je pense qu'on lui a donné une institution qui est une sorte de géant au pied d'argile. Parce qu'elle a la légitimité d'être présidente de l'institution, mais elle n'a pas tous les pouvoirs qui vont avec. On sait très bien que c'est le Conseil exécutif, l'ensemble des chefs d'État, notamment le président en exercice qui concentre tous les pouvoirs. Ce qui fait de la présidente de l'institution une sorte de secrétaire, de valet, un peu aux ordres des chefs d'État. Moi, je pense que, sans vouloir trop accabler Mme Zuma, par rapport à ce qu'on lui a reproché également, c'est l'arrivée massive de technocrates sud-africains au sein de l'institution, à dire au niveau du secrétariat. Et ça pose problème. D'ailleurs, dans les couloirs, on va dire à Addis Abeba, les diplomates, bon, pour la plupart francophones, n'ont pas manqué de dire qu'elle faisait quand même un peu la part belle aux anglophones. Mais aussi, moi je pense qu'on lui a reproché également le fait, ses déplacements. Parce que Mme Zuma s'est beaucoup déplacée en Afrique du Sud quand même. Et ces déplacements étaient tous des déplacements à relents politique. Parce que comme vous le savez, elle est en train de se projeter pour succéder à son ex-mari Jacob Zuma à la tête de l'ANC et pourquoi pas briguer la magistrature suprême du pays. Ah ouais. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, elle a failli un peu à sa mission dans la mesure où elle a manqué d'étoffe, de leadership, de charisme pour s'imposer. En 2008, le président Obama avait martelé en Afrique, au Ghana, il me semble, que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts ou de femmes fortes, mais d'institutions très fortes. Et aujourd'hui, je pense que l'institution panafricaine doit être renforcée pour donner les pleins pouvoirs à son président ou à sa présidente pour promouvoir la paix, la sécurité et la démocratie. Et on a vu avec le Burundi, bon, elle avait un silence très assourdissant, avec les chefs d'État qui ont changé un peu la Constitution à leur gré. On peut parler du Rwanda, comme l'a souligné M. Fofana, de l'Ouganda, etc. Donc moi je pense que Mme Zuma a manqué de charisme, a manqué de poids politique et de poids institutionnel pour influer sur le cours des choses. Alors, pour revenir sur la question du Burundi, qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, on rappelle qu'elle avait annoncé une intervention militaire avant de se retracter face au refus du président Pierre Nkurunziza au nom de la souveraineté nationale. Monsieur Sylla, ce principe de souveraineté nationale n'est-il pas finalement le grand frein de cette institution? Absolument, parce que moi je l'ai toujours dit, c'est que le problème qui se pose même au niveau qui se posait au niveau de l'OUA et maintenant au niveau de l'Union africaine, c'est que il y a eu un certain un sentiment ou je ne sais pas de l'émotion qui a vraiment qui prévaut au niveau de cette institution. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est ce panafricanisme. Alors que ce que nous ignorons actuellement, c'est qu'il faut d'abord... je ne pense pas que les Africains soient prêts aujourd'hui à passer à la supranationalité. Donc il y a... Moi, je pense que, par exemple, sur le plan politique... C'est pourtant un des objectifs de l'Union africaine. Oui, mais nous ne sommes pas préparés pour la supranationalité à ce moment-ci. Je pense que ce qui serait beaucoup plus efficace, c'est que ces genres de crises soient vraiment gérés au niveau sous-régional, comme l'a été récemment le cas de la Gambie. C'est les organisations sous-régionales qui doivent vraiment s'occuper des crises et que l'Union africaine soit beaucoup plus des technocrates qui vont projeter une vision et puis qui vont accompagner les États dans l'exécution de cette vision. Vous partagez ce point de vue, M. Fofana? Justement, le problème congénital, je dirais, de l'organisation panafricaine, c'est que le président ou la présidente de l'institution n'a vraiment pas de pouvoir réel. Pas de véritable marge de manœuvre? Non, ce sont les chefs d'État qui agissent, qui ont le plein pouvoir. Et donc, c'est une représentation, si vous vous souvenez bien du temps d'Alpha Oumar Konaré, l'ancien président du Mali, ça fait déjà une vingtaine d'années, on était confronté au même problème.
C'est ce qui a d'ailleurs fait qu'il a jeté l'éponge, parce qu'il avait compris de l'intérieur le mode opératoire et qu'il n'avait réellement aucun pouvoir. Tout dépendait du bon vouloir des chefs d'État. Et donc, si nous y viendrons peut-être, en pensant à l'avenir de l'institution, le travail de fond qu'il y a à faire, c'est de repenser fondamentalement le mode de fonctionnement en mettant un peu plus en valeur le poste de président ou de présidente de l'institution, qu'elle puisse agir sans ce frein que constitue le conseil exécutif comme dirait l'autre, du syndicat des chefs d'État. Nous allons avoir l'occasion de revenir sur ce point. Pour revenir à la personnalité de Mme Zouma, sur la personnalité en elle-même, elle s'apprête à rendre son tablier. Monsieur Ndiaye l'a dit, certains observateurs également pensent qu'elle s'est servie finalement de cette institution pour renforcer son curriculum vitae à des fins présidentielles. Vous êtes d'accord ? Parfaitement d'accord avec ça, parce que d'ailleurs vous aurez remarqué que c'est la première fois qu'un président sortant ne demande pas à rempiler. Donc, pour elle, dans son imaginaire, elle était de passage, comme vous dites, c'est pour renforcer son CV. Elle a la ferme intention, et elle est bien placée pour ça d'ailleurs, pour récupérer la machine ANC. Et puis, vous savez qu'en Afrique du Sud, c'est le parti qui désigne le président. Et donc, une fois qu'elle sera là, elle vise plus haut. Monsieur Sylla, comment éviter justement que des personnalités qui sont élues à ce poste se servent de la commission à des fins personnelles? Je pense qu'il faut, pour éviter ce genre de situation, il faut redéfinir aussi l'objectif même de la commission. Ce que je disais, par exemple, sur le plan politique, je pense qu'il faut quand même limiter le politique au niveau de la commission, mais beaucoup plus la vision, l'exécution, les stratégies, c'est-à-dire amener des technocrates qui sont là pour exécuter une stratégie globale pour le continent. Parce que Mme Zouma, c'est une politicienne. Et tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est la politique. Donc si vous l'amenez au niveau de l'Union africaine, je ne vois pas vraiment quelle vision elle va insuffler à l'organisation. Tout ce qu'elle va faire, c'est de l'utiliser comme escalier pour se projeter pour sa carrière politique. Monsieur Ndiaye. Non, moi, tout à fait. Voilà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment par M. Sylla et M. Fofana, pour dire que tout simplement, il faut repenser les textes fondateurs même de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Cheikh Anta Diop, dans son livre intitulé Les fondements culturels d'un État fédéral africain, ils avaient fait un rêve. Et ce rêve-là, c'était de voir les États-Unis d'Afrique. Notre ancien président, Maître Abdoulaye Wade, l'avait même théorisé dans un de ses ouvrages, Un destin pour l'Afrique. Et par rapport à ces rêves-là, je pense qu'on avait une occasion ultime, une occasion inouïe pour mettre en place ça de manière, on va dire, concrète et matérielle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la Commission de l'Union africaine, c'est de la technocratie, c'est de la bureaucratie, et c'est même de la politocratie, si je peux passer ce néologisme-là. Et certains s'en servent comme une sorte d'échelle pour gravir un peu leurs échelles et assouvir leurs ambitions politiques. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut un homme qui a de l'étoffe, qui a une connaissance du secteur économique, du secteur commercial, et qui est très chevronné dans les relations internationales. Alors, 5 candidats sont donc en liste pour ce poste. Alors, qui a le profil le plus adéquat? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de Politicien après une courte pause. À tout de suite.